Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle semaine du moucheur. Alors, une semaine encore bien remplie où on va tout de suite commencer comme d'habitude par notre rubrique environnement avec un sujet qui a priori n'intéresse pas trop les pêcheurs à la mouche. Et pourtant, vous allez voir que si. Aujourd'hui, dans l'environnement du pêcheur, je voudrais vous parler de l'anguille. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que je vous bassine encore avec un poisson qui ne se prend pas à la mouche? Et encore, je dirais a priori, car j'ai des amis qui en ont pris au streamer la nuit en pêchant la truite de mer. Mais c'est quand même un habitant de nos rivières, des côtes atlantiques, et c'est quand même un poisson qui est déjà mythique, mystique par lui-même, et qui aussi a un rôle à jouer dans notre écosystème. Tout le monde sait que l'anguille est un migrateur catadrome, c'est-à-dire ce n'est pas comme le saumon, la truite de mer ou le lamproie, un poisson qui vient dans l'eau douce pour frayer et qui se nourrit à la mer, mais c'est le contraire, c'est un poisson qui vit et se nourrit dans nos cours d'eau, dans des rivières, dans des tout petits ruisseaux même, et dans des lacs et des étangs, et qui uniquement retourne en mer pour se reproduire. Alors son cycle de vie est époustouflant. Premièrement, l'œuf est pondu dans la mer des Sargasses. Ce sont des œufs planctoniques qui ont une petite boule de graisse à l'intérieur dans l'œuf qui les fait flotter. Donc ces œufs-là ne coulent pas. Quand vous regardez les œufs de truite ou du gardon ou n'importe quel poisson d'eau douce, immédiatement l'œuf a tendance de couler et se coller sur le substrat. L'anguille, c'est le contraire. Elle a un œuf qui monte en surface, qui nage comme du plancton au milieu de l'eau. C'est déjà la première chose. Ensuite, cet œuf est porté par des courants maritimes qui vont le ramener de l'autre côté de l'Atlantique à nos côtes chez nous. Et on sait que la larve qui se développe, où on parle en allemand, on dit Weidenblatt, donc en fait on dit uniquement de la larve, elle a la forme d'une feuille de sol qui est translucide, dont on ne voit rien sauf la colonne vertébrale. Quand ces larves arrivent à nos côtes, ils sont au rapport à les rivières de lesquelles ils vivent, hein, leur père et leur mère, et on a là un partage entre des femelles et des mâles. Des mâles qui restent beaucoup plus petites que des femelles, donc des mâles on peut parler de 45 cm, 50, 60 maximales, qui sont assez petites, restent toujours dans les embouchures des rivières et ne montent pas dans des cours d'eau comme on les a ici, dans les Pyrénées-Atlantiques par exemple. Ils restent en bas. Les femelles, eux, par contre, montent les cours d'eau, montent des rivières, de plus en plus petites rivières. Ils vont dans des ruisseaux qui ne sont pas plus larges, qui y sont de longs. Et ça, c'est des vieux, ils me l'ont dit déjà il y a longtemps, et je ne l'ai pas cru, mais je l'ai vu. Moi-même, je pêchais, j'ai braconné, j'ai mis des vairons au fond de l'eau, dans des ruisseaux pas plus larges comme ça, et je remontais des anguilles de 1 mètre et de plus de 1 kg. Et ces femelles, alors, qui restent à peu près entre 10 et 15 ans dans nos cours d'eau, qui deviennent grosses, donc, comme je vous l'ai dit, de 1 kg à 1 kg 2, 1 kg et demi parfois, deviennent à un moment blanc âle, comme on dit aussi chez nous, et donc ils deviennent des anguilles argentées. Ils vont dévaler. Alors ils vont dévaler en période hivernale, et les pêcheurs le savent très bien, car ils sont assez sans défense, car l'eau est très froide. Et aujourd'hui, ici, là, on a prévu de faire cette émission sous les anguilles et pas du tout d'en trouver une. Il y en a une ici, une femelle, hein, un blanc âle, donc une femelle argentée qui est adulte, qui faisait au moins 1 kg, et qui, comme on voit, est coupée, sectionnée en arrière. Donc en fait, elle est passée dans ce microcentrale. Elle était sectionnée par l'aspiration, donc elle est traversée les aspirations de l'eau, elle est sectionnée par une turbine et elle vient ici échouer depuis peu de temps parce qu'elle est encore molle, elle n'est pas morte depuis longtemps. Donc elle n'a pas pu regagner la mer des Sargasses qui ferme le cycle de 10 à 15 ans de vie pour se reproduire à l'autre côté de l'Atlantique. Vous voyez, quand on parle du mal que font les microcentrales, eh voilà encore un exemple. Enfin bon, c'est l'heure maintenant de notre rubrique technique et matériel
où l'on a déjà vu depuis le début de ces émissions pas mal de choses, mais il y a un sujet que l'on n'a pas encore traité, et pourtant on y parle de moulinet. Aujourd'hui, en technique et matériel, je vous parlerai des moulinets pour combattre et pêcher, il faut le pêcher avant de le combattre, le gros poisson. Bon, des moulinets pour la truite, je vous ai déjà raconté qu'il n'y a pas grand chose à dire. Le plus léger, le plus simple, du frein, on n'en a pas besoin, du backing, non plus trop, car les poissons qu'on prend font maximal 1 kg. C'est déjà rare qu'on arrive à 1 kg avant qu'on nous tire un peu de backing. Donc aujourd'hui, on s'occupe de quelque chose qui est complètement différent. C'est tout simplement le moulinet qui prend un petit peu son rôle comme un moulinet stationnaire, donc un moulinet à tambour, qui sert à pêche au lancer. Parce qu'ici, maintenant, on a premièrement la contenance de la soie, mais on sait que pour pêcher du gros poisson, il nous faut aussi derrière une réserve. Cette réserve, tout le monde le sait, s'appelle le backing. Selon le poisson qu'on va prendre, donc de 2 kg, 3, 10, 50 comme un espadon, la quantité du backing dépend. Donc, si on pêche le carnassier en France, donc le black bass et le brochet dans le majeur cas, avec une cinquantaine de mètres de backing, c'est largement suffisant. Si on pêche le saumon, notamment des gros saumons d'Islande qui font au-delà de 20 livres, bon, 100-150 mètres de backing, ça paraît quand même nécessaire hein, dans la plupart des cas. Ça dépend aussi un petit peu de la structure de la rivière, si elle est très large ou plutôt petite. Mais si on pêche par exemple le bonefish, qui lui est un poisson qui fait que entre 2 et 3 kg, ou 1,5 kg, mais qui prend de 1 roche 200 mètres, bah, il faut au moins 200 mètres de backing. Et ainsi de suite si on va au tarpon et si on va à espadon. Donc la taille du moulinet, bien entendu, va varier d'un moulinet comme j'ai ici. C'est un Flylogic, bon, un moulinet américain qui est très très bien fait, qui peut tenir une contenance avec une soie numéro 8 de à peu près 100 mètres, 150 mètres de backing. Ça va aller donc à un moulinet comme ce loop, donc c'est un loop saumon, hein, qui est beaucoup plus gros déjà, on voit, et qui lui a une soie de 10 ou de 11 et qui peut avoir même derrière encore 200 mètres de backing. Donc on a bien compris. Alors je reviens sur le principe, une grosse soie sur votre moulinet ne va pas dire que vous avez un gros poisson. La taille de la soie, ça j'ai déjà bien expliqué, correspond à la taille du leurre. Le plus la mouche est grosse et donc lourde, de plus la soie doit être grosse pour maîtriser son vol. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, donc, on sait qu'on a une grosse soie pour des très grosses leurres, donc pour les très gros poissons. Et ensuite on a le backing derrière. Alors qu'est-ce qui compte encore pour un moulinet? Ben, c'est le frein. Alors autant que j'ai vu pêcher au Québec des gros saumons par des gens sur place avec des moulinets aussi simples que ce Pfluger qui a un frein mais qui est facultatif, il ne sert à strictement rien et qui a rien du tout, hein. Ça c'est vraiment le plus simple et qui prennent des saumons de 16, 17, 18 livres même en mouche sèche, hein. Autant je vais vous dire qu'on est surpris, nous Européennes, de voir ça. On a plutôt confiance dans des moulinets qui sont sophistiqués avec des freins qui marchent vraiment très très fort pour brider le gros poisson. Donc, contenance du moulinet, fiabilité de marche, réagir bien au choc, un frein qui marche, ça c'est le secret d'un moulinet pour brider et réussir à prendre un gros poisson. Alors nous avons déjà monté pas mal de mouches ensemble, des mouches pour la truite, des mouches à saumon, des mouches à black bass, mais là, vous allez voir, surprise. La mouche de la semaine est un streamer pour aspe. Alors, ce n'est pas un streamer pour le gaffe d'aspe dans les Pyrénées, pas du tout, mais c'est un streamer pour pêcher l'aspe. C'est vrai que très peu de gens en France connaissent cette bête qui est que dans des rivières du Rhin en France surtout, mais dans le Danube où je l'ai rencontré il y a longtemps. En fait, cette poisson qui s'appelle donc Aspius a une particularité car c'est un cyprinidé. Donc en fait,
C'est un poisson qui normalement ne mange pas des streamers parce qu'on sait qu'un streamer imite un alevin. Et donc c'est le seul carnassier qui en fait est une carpe. En effet, cette bête qui ressemble d'ailleurs à une carpe de la forme sauvage, elle est assez allongée, a une gueule pleine de dents comme un brochet. Dans des grandes rivières, et surtout dans le printemps, autour de avril-mai, ils se mettent en banc et ils chassent des alevins qui sont en train de se reproduire partout dans la rivière, surtout en dessous des seuils d'eau, quand on a l'eau qui descend et quand ça fait la mousse blanche, là autour, c'est fabuleux à pêcher. Donc en France, j'ai eu la visite de mon ami Henri Isler qui habite à l'autre côté de la France, donc près du Rhin, et qui m'a dit qu'il en voit souvent et qu'il aimerait avoir une mouche pour pêcher ce poisson, qui est quand même un poisson de sport superbe et qui ne se mange pas parce qu'il a beaucoup d'arêtes. Alors, moi j'ai appris à pêcher cette aspe avec mon professeur et père quasiment, Norba Eppeltauer, qui avait loué une grosse partie du Danube au sud de Vienne, et où on pêchait aussi bien du bord, mais surtout en barque, ce poisson qui est violent. Des bêtes moyennes sont entre 2 et 3 kg, mais ça arrive jusqu'aux 5 et 7 kg. Et je ne vous dis pas, sur une canne à mouche, avec un streamer que nous allons monter maintenant, qu'est-ce que ça fait comme déménage. Ça, c'est vraiment du sport. Voyons maintenant au tableau comment on le monte, ce streamer. Le streamer aspe, on le monte, bien entendu, sur un hameçon streamer, donc très long, 4 fois long cette fois-là. Bon, moi je vous préconise des gros hameçons et des hameçons qui piquent bien, parce que ça a une gueule très très dure, il faut que ça pénètre d'un coup, sinon vous le perdez à tous les coups. Alors, moi je dis le 2, c'est gros, hein, mais bon, il le faut. Ensuite, pour monter cette mouche, c'est pas compliqué du tout, hein. C'est un streamer tout à fait simple. On a un corps en chenille, jusqu'aux 3/4 devant, qui doit être soit rose, soit orange, soit rouge ou fluo, mais toujours dans ces couleurs-là. Donc, on met un petit rib doré, mais c'est pour faire joli. Ça peut être très très simple, c'est pas compliqué. Ensuite, on met une aile. Alors là, j'utilise un produit qui est en fait un Zanca-strip, mais en plastique, ça existe, ça vient des peluches. Donc c'est une fibre, je ne sais même pas comment ça s'appelle dans le commerce, ça n'existait pas normalement. Mais bon, vous dessoudez la peluche de votre plus petit et vous découpez un petit morceau comme vous allez voir. Donc ça fait une aile qui doit être impérativement blanc ou jaune. Il faut vraiment que rouge et blanc ou jaune et rouge, ça soit ensemble. Ensuite, pour vraiment finir, on fera une petite collerette, mais même on aura, si on veut vraiment, pas besoin de le faire. Il faut, ici, je mets une collerette en grizzly, parce que j'aime beaucoup la plume grizzly, du saddle grizzly. Et on aura donc une mouche qui fait un style Zanca ou Matuka, toujours est-il, qui est très mobile dans l'eau et qui vraiment fait une belle couleur. Voyons maintenant qu'est-ce qu'il nous faut comme matériel et matériaux pour le réaliser. Comme matériel, il nous faut, comme toujours, un étau qui sert bien les hameçons, notamment ici les très gros. Et c'est vraiment important pour bien travailler. Ensuite, il nous faut une paire de ciseaux pour gros travaux, une pour les travaux fins, une porte-bobine avec du fil si on casse un enfileur pour repasser dedans. On a besoin aussi cette fois-là une pince à hacle pour faire la collerette. Et enfin, un flacon de vernis avec l'aiguille du Bing pour la finition. Voyons maintenant qu'est-ce qu'il nous faut comme matériaux. Je commence par les hameçons. Donc ici, ce sont des 2 streamers 4 fois longs. Ce sont des hameçons de très très bonne qualité qui piquent très très bien. Le corps va être fait avec la chenille fluo rose, rouge. Le rib par Glitter Body doré. Ensuite, l'aile. C'est donc ce genre de produit là qui existe dans toutes les couleurs, mais je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais c'est rien d'autre chose qu'un tissu naturel avec des fibres très longues qui font vraiment des ailes magnifiques. Donc vous pouvez vous procurer ça dans la chambre de vos enfants, car toutes les teddy et autres
poupées sont fabriquées avec ces genres de produits qui marchent très très bien pour le fabriquer. Donc ici on va prendre le blanc, mais il y aura aussi des autres couleurs. Ensuite, la collerette va être faite avec un coq grizzly. Et ici c'est le saddle, parce qu'on n'a pas besoin de petites plumes, mais des grosses pour les grosses mouches. Mettons-nous maintenant à l'étau pour réaliser cette mouche. Bon, on commence à enrouler le fil derrière comme d'habitude jusqu'à la courbure. On fixe le tinsel, le glitter body ici, doré. On le fixe bien. Les streamers, il faut toujours qu'ils soient solides parce que des carnassiers font du mal aux mouches. Donc ensuite, la chenille fluorescente, ici elle est rose fuchsia, bien fixée aussi, et on va devant. En grande spire, on revient en arrière un peu pour fixer quand même. On pourra même mettre de l'époxy ou du vernis. On enroule la chenille. Donc ça fait un corps tout à fait normal. Qu'est-ce qu'il y a de plus simple? Mais souvent aussi en pêche-mouche, les choses simples sont les plus efficaces. Fixez bien. On coupe. Hop. Alors, on fait les grandes spires pour faire joli. C'est un rib qui donne un peu plus d'attraction et qui solidifie en plus le sous-corps. On est devant. Et là, on l'a fait. On coupe. Donc, on voit qu'on est arrivé à peu près à 3/4 de la rampe. Et c'est là où on va mettre le morceau de ce poil-là, hein, qui est en coupe tout à fait en long. On voit bien qu'il y a des fibres. Et on le coupe et ça nous fait un petit morceau qui est tout propre et qui fait une aile. Vous voyez, ici on voit bien le tissu. Donc c'est la peau de votre peluche en fait. Et là vous avez des poils qui dépassent. Et donc on va le fixer comme un rabbit zanker, sauf que c'est en plastique et c'est très mobile, très joli et en même temps très efficace. Alors pour finir, on a dit il n'y aura même pas besoin, mais on veut faire des choses jolies. On prend une plume grizzly qu'on nettoie, on coupe et on la fixe. Pour l'enrouler, bon, elle est très longue, on n'a pas besoin de pince à hacle. Alors on peut la mettre style Hornberg comme je fais et comme je vais laisser, parce que cette plume on aura pu aussi la mettre vers l'arrière, mais ça c'est mieux car quand vous tirez la mouche en période de pêche, sur chaque tirette le poil se plie et sur chaque arrêt il se redresse, ça donne la vie supplémentaire à votre mouche. 3 clés et c'est terminé. On termine par la goutte et c'est bon. Bon, alors là, j'espère que notre ami Henri Isler, en Alsace, eh bien, après avoir été surpris d'avoir vu cette séquence et la création d'un streamer qui dorénavant porte son nom, eh bien, il s'est mis à son étau et puis j'espère qu'un jour ou l'autre, il va nous envoyer quelques images des premiers aspes qu'il aura réussi à prendre dans sa rivière favorite. Mais en attendant, parlant de rivière, nous, on va aller au bord de la rivière et on va essayer d'attraper des truites. Voilà, une énorme truite qui a pris mon porte-bois à la sortie du courant. Ouf, ça c'est un morceau. J'espère que je vais la sortir.
que l'hameçon c'est pas très gros, c'est un 12, non un 10 quand même. Parce que là il y a du courant. Hein. On n'a rien pris dans le calme. Et seulement ici dans le courant il y avait une activité. Mon porte-bois tout noir. C'est pas gagné encore. Voilà. 5 livres sans problème. Tout. Terrible. Ouh. On va essayer de la mettre au filet. Elle a l'air de se calmer un peu là. Mais ça peut-être pas encore fait. Ah. Pas dans des herbes. Ouh. Il est temps. C'est lourd. Là c'est bon. Eh oui. Oh. Voilà. Une magnifique arc qui a pris un porte-bois noir de taille 10. Ouf. Quel beau poisson. Voilà, ça a été dur. On a fait beaucoup de kilomètres avant de trouver un beau poisson comme ça de 5 livres, magnifique. Voilà. Ça fait 1h30 que je pêche dans le calme. Et alors là, je vais essayer carrément de pêcher dans le courant. Il y a une truite qui est déjà suivie. Le porte-bois. On va essayer de prendre une autre. Là. Là, oui. Ouh, ouh. Et ben voilà, ça fait 1h30 pour rien. Et en fait, ils sont dans les gros courants. Donc, on a bien vu, je lance la nymphe dans le gros courant. Et j'ai fait la tirette en travers pour que les truites sont alertées par ce mouvement brusque. Et donc en haut, en ramenant doucement dans le calme, ça n'a rien donné. Et là ça marche. Alors on va essayer de la décrocher. Beau poisson, 3 livres, 1,5 kg. Et bah, je vais prendre l'épuisette parce que ça sert à rien. Elle est prête. Ouf, donc cette porte-bois lesté foncé, noir comme tout à l'heure, ça a bien marché. Et ben voilà. Bon, on va essayer de ne pas l'abîmer. Hein. Enlever l'hameçon doucement, sans ardillon bien entendu. Et on va la remettre à l'eau doucement. Cette belle truite qui est assez rigoureux. Je vous dis de suite que c'est pas voulu, hein. Normalement on fait pas comme ça. Mais vous voyez, hein, elle était en forme et donc elle m'a échappé. Donc petite explication, donc ici j'ai mon porte-bois noir qui est lesté en tête pour arriver au fond et pour lutter contre les courants qui sont assez puissants. J'ai un bas de ligne qui est en fait un monobrun de 22 centièmes parce qu'ici il y a des poissons jusqu'aux 6 kg, 7 kg. Donc ici c'est du 20, 22. Et donc vous voyez, c'est un bas de ligne assez court de 70 cm qui est attaché par un loopon, par une boucle à la soie. Et donc la technique, comme j'ai déjà dit et montré, est simple. On lance en travers du gros courant et on tire à la tirette la nymphe en travers du courant. Et les truites qui sont rangées en dessous, ils voient les trucs passer, ils s'y vont et ils les prennent. On va voir si ça marche encore. On a déjà pris 2, alors est-ce qu'il y a un 3e?
Bon, on lance. On traverse. Hop. J'aurais un porte-bois plus gros, j'aurais mis encore plus gros parce qu'ils veulent vraiment du gros et du noir, je ne sais pas pourquoi. Le clair tout à l'heure, le vert n'a pas marché. Ouais, ouais, ouais. Eh bien, toutes les bonnes choses sont 3. Le bon chiffre, le 3. Et bien voilà, et je pense que une technique aujourd'hui qui a bien donné.